Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Jour où la ville de Pointe-à-Pitre dresse son bilan comptable de mi-mandat et l'équipe d'Harry Durimel se félicite de la baisse du déficit de la commune qui est passé de 75 millions en 2019 à 20 millions pour la fin de cette année 2022. Un résultat rendu possible grâce à une ceinture bien serrée et la vente de biens immobiliers à la SIG. On fait le point. Je peux dire qu'il y a beaucoup de souffrance, mais il y a une grande espérance parce que ce que nous mettons en œuvre est en train de porter ses fruits et d'un déficit abyssal de 75 millions, de plus de 75 millions en arrivant, nous sommes aujourd'hui au 31 décembre 2021 à 39 millions au lieu de 47 millions prévus par la Chambre régionale des comptes. Et si nous maintenons le cap cette année, à 2 mois de la fin de l'exercice, je peux me permettre de vous dire que nous finirons avec un déficit de 20 millions d'euros, ce qui pour moi est spectaculaire. Et donc l'année prochaine, nous allons procéder à la cession d'actifs, car c'est les principes de base du bon père ou de la bonne mère de famille. Lorsqu'il faut faire face à des grosses dépenses, on vend un bien. Et nous avons l'opportunité de régler des problèmes de qualité de vie des citoyens de Lusy-Mathieu, de Bergevin, face au rôle Paul Chanchon et de Mortenol et la résidence Georges Roux. Ce sont des biens qui appartiennent à la ville, mais qui ont, avec le temps, connu une forte dégradation où les citoyens souffrent. Eh bien, nous allons les vendre à la SIG. Nous sommes parvenus à un accord et grâce aux fruits de cette session, Pointe-à-Pitre, fin 2023, devrait à nouveau pouvoir investir. Lorsque je suis arrivée en octobre 2021, j'ai fait ce qu'on appelle une analyse rétrospective pour voir un petit peu où on se situait au niveau des comptes. Je me suis appuyée bien entendu sur les analyses financières faites par la CRC et j'ai procédé à ce qu'on appelle une stratégie financière que j'ai construite pour la période 2021 à 2026. L'idée c'était de dire il faut sauver la ville et il faut surtout lui permettre d'investir. Que faut-il faire pour investir? Il faut forcément dégager ce qu'on appelle de l'autofinancement. En gros, c'est comme sur notre budget, lorsque vous avez un salaire de 2 000 €, vous vous dites je veux acheter une maison, il faut que je dégage 500 € tous les mois. J'ai fait la même chose pour la ville. Il faut dégager minimum 1 million d'euros. 1 million d'euros d'autofinancement, d'épargne, c'est 10 millions d'euros d'investissement que je peux faire. La collectivité aujourd'hui est plutôt en capacité de dégager 500 000 € par an. Et 500 000 € par an, c'est 5 millions d'euros d'investissement. Et c'est ce sur quoi on table pour les 4 années à venir, d'où le 30 millions d'euros de programme pluriannuel d'investissement. Sophie Vénétité, secrétaire nationale du SNES-FSU, est de passage en Guadeloupe. Une visite pour recueillir les doléances des enseignants, mais aussi les motiver à l'heure où la mobilisation s'intensifie dans l'éducation. Parmi les revendications, les revalorisations salariales, des moyens supplémentaires, surtout dans les zones d'éducation prioritaire, mais aussi le retour au pays des ultramarins. Regardez. Nous avons eu la chance que Sophie Vénétité vienne en Guadeloupe malgré un agenda chargé et une actualité chargée cette semaine. C'était une semaine de mouvement de grève au niveau national. C'était une semaine où il y a eu des annonces par rapport à la réforme de la voie professionnelle. Et Sophie Vénétité est venue en Guadeloupe pour nous parler des impacts des réformes du gouvernement dans l'éducation. Cela montre aussi le lien que notre secrétaire général a avec l'outre-mer et la Guadeloupe en particulier. On sait qu'il y a un dossier très important qui est celui des rémunérations et des salaires, notamment des personnels les plus précaires. Je pense aux AED, ce sont les surveillants, et les AESH, c'est les personnes qui s'occupent des élèves en situation de handicap qui vivent aujourd'hui dans une très grande précarité. Et donc on a ce sujet à l'ordre du jour. On a aussi
le sujet par exemple de l'éducation prioritaire. Il est important que les établissements qui cumulent le plus de difficultés puissent avoir les moyens nécessaires pour fonctionner. Donc on voit bien que l'enjeu pour nous, pour la Guadeloupe, c'est que ce territoire ait enfin les moyens et les personnels pour fonctionner. On a mis en avant l'un des problèmes par rapport aux enseignants qui sont formés en Guadeloupe et qui n'arrivent pas à avoir de poste en Guadeloupe. Et en fait, l'un des problèmes, c'est pas au niveau national, mais c'est au niveau local. C'est au niveau du rectorat, où le rectorat, dans ses demandes de postes pour l'académie, systématiquement, le rectorat demande moins de postes que les besoins réels. Ce qui fait qu'un enseignant qui a été contractuel, il va passer un concours et en fait, il va être muté en France hexagonale. Et donc, c'est comme une punition. Alors que si le rectorat faisait une bonne remontée des besoins de la Guadeloupe, eh bien, sans doute ce professeur, en demandant sa mutation en Guadeloupe, il aurait un poste en Guadeloupe. Aujourd'hui, nos élèves, ils ont besoin d'adultes dans les établissements. Donc en fait, ce stage, il sert aussi à construire le discours, à montrer ce qu'est la réalité face au discours du rectorat. Il y a un peu le monde magique du rectorat et du ministère, et puis la réalité que nous, on vit au quotidien et que le SNES met en avant. Ça va faire quelques mois maintenant, et comme on n'a toujours pas eu de réponse de la part du ministère, eh ben, on va remonter au créneau, redire qu'il y a un certain nombre d'éléments à faire avancer dans l'outre-mer. Et pour ça, moi, par exemple, je vais m'appuyer sur tout ce que me disent les collègues aujourd'hui, sur les questions de moyens, de conditions de travail, pour pouvoir dire voilà comment ça se passe aujourd'hui l'éducation nationale en Guadeloupe. C'est pas acceptable que ça soit un territoire oublié comme ça. Et il faut que le ministère prenne la mesure de ce qui se passe et surtout prenne des décisions. Les beaux discours, c'est bien, les actes, c'est mieux. Le préfet de région, lui, poursuit son tour des municipalités de l'île avec la ville de Sainte-Anne. À cette occasion, la problématique des sargasses et le lancement du chantier de la résorption de l'habitat insalubre ont été abordés. Le reportage. Comme je vais dans d'autres communes, je commence un tour de toutes les communes pour venir avec les élus, le maire principalement, mais tous les autres élus, faire le tour des sujets, des projets, des difficultés qu'il peut y avoir et l'accompagnement qu'on peut donner sur tous les projets des communes. Et là aujourd'hui c'est Sainte-Anne, j'étais à Anse-Bertrand la semaine dernière, Sainte-Anne aujourd'hui, je serai à Marie-Galante demain, donc je continue parce que c'est comme ça que je peux aussi correctement effectuer mon métier, c'est en connaissant les communes qui sont, comme vous le savez, le premier échelon de proximité. Il y a eu pas mal de problèmes. Il y a encore pas mal de problèmes sur les sargasses, notre dossier des rachis, sur notre problème dans le risque naturel par rapport aux écoles, sur le problème d'assainissement et sur le problème de Galba. Donc un certain nombre de dossiers que nous avons depuis tantôt mis en place et que le préfet précisément passe sur les sites pour vérifier comment on doit avancer sur ces dossiers-là. C'est ainsi que cet après-midi, tout à l'heure, nous aurons à discuter et à présenter nos questions, nos projets et suivi d'un échange qui nous permettra de mettre en phase par rapport à aller, je dirais, d'une façon très constructive. Donc, satisfait de cette visite avec l'équipe du conseil municipal, avec l'ensemble de mes collaboratrices, collaborateurs qui permettront d'avancer sur ces projets de Sainte-Anne. À Sainte-Anne, il y a quelques problématiques qui sont bien connues. On était sur la plage du Belley, sur l'anse du Belley tout à l'heure. Il y a le sujet des sargasses qui sont un sujet majeur. Alors on avance beaucoup dans la construction de ce qui pourrait être demain la solution du service public. Et puis après, il faut regarder techniquement les choses. Et là aujourd'hui, c'était le sujet technique. Que fait-on de l'endroit sur lequel on a entreposé ces sargasses aujourd'hui et qui est complètement saturé? Que fait-on pour éviter que les sargasses n'arrivent sur la plage à l'anse du Belley? Comment est-ce qu'on peut imaginer stocker les sargasses sur l'ancienne décharge? Voilà, ça c'est les solutions techniques. Et donc je viens de voir le terrain, puis on va en parler cet après-midi évidemment avec le maire. Les autres sujets, c'est le potentiel RHI, donc avec un travail qu'on doit faire sur l'habitation, les habitats insalubres qui sont juste derrière l'église ici. C'est un vieux projet, je voudrais vraiment que nous arrivions maintenant au bout. Les études de comment ça arriver, le PF a acquis le foncier pour le titre de la commune, va pouvoir lui rétrocéder, donc on va pouvoir lancer cette opération de RHI. Je crois que vraiment maintenant c'est indispensable de pouvoir le faire de façon opérationnelle. Un reportage signé Michel Depape. Et on se rend maintenant à Des pour le forum de l'hôtellerie-restauration du Pôle emploi spécial Côte-sous-le-Vent. Les images.
Nous avons souhaité mettre en lumière les métiers de l'hôtellerie et de la restauration sur la côte Soulevent plus précisément, puisque c'est un territoire qui offre de très belles opportunités d'emploi dans ce domaine d'activité. On recherche activement des employés en cuisine, en restauration, en service, en hôtellerie, réception, employés d'étage. Donc il y a vraiment beaucoup de postes différents. Tout est à pourvoir dans ce domaine. Je dirais que si Pôle emploi nous a sollicité, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, mais je dirais que ces postes ne sont pas assez valorisés à la demande, dans le sens où plus ou moins les gens pensent que c'est un poste, je dirais, de garage. Malheureusement, c'est un poste vraiment à pourvoir et qui est fondé sur le territoire. C'est un secteur qui a été impacté par la crise sanitaire. Donc pendant cette période, nous avons perdu des soldats dans la bataille, si on peut dire. Mais il est temps en fait de préparer à nouveau du personnel pour nos établissements. Et puis ce travail qu'on fait main dans la main avec Pôle emploi est important, puisque les formations pourront être continuées dans les entreprises, dans les établissements, puisque chaque restaurant a une manière d'être, une manière de faire avec sa clientèle, avec ses équipes. Donc c'est vraiment bien qu'on puisse faire ce boulot-là ensemble et puis préparer les demandeurs d'emploi, les former pour travailler dans le secteur de la restauration, qui est un gros maillon de la chaîne économique de la Guadeloupe. C'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Aujourd'hui, certains secteurs d'activité ont d'énormes besoins et nos demandeurs d'emploi ne connaissent pas toujours les secteurs d'activité qui sont pourvoyeurs d'offres d'emploi. Donc c'est important que nous les mettions en lumière. Donc on va faire une présentation ce matin des métiers, des offres de formation, éventuellement même pour ceux qui souhaiteraient créer leur entreprise. Donc c'est aujourd'hui une manifestation extrêmement importante pour nous et pour nos demandeurs d'emploi. Un sujet de Maxime Morel. Et à l'occasion des journées citoyennes, les jeunes du RSMA sont venus à l'aide des amis du vieux fort Fort-l'Olive, pour entretenir ce bâtiment d'époque. Un coup de main surtout pour nettoyer les espaces extérieurs littéralement envahis par la végétation. Le reste en images. On fait preuve de savoir-vivre. On mange, on boit et après on se remet au travail. Alors aujourd'hui, nous avons, dans le cadre des journées citoyennes, un partenariat avec le RSMA qui est venu pour nous aider à remettre en état ce fort dans le cadre d'un nettoyage des espaces verts. Le fort était envahi par la végétation et notre association ayant comme objectif a été créée déjà pour sauvegarder ce patrimoine, un des premiers forts de notre département. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une action concrète en partenariat avec le RSMA et la municipalité de Vieux-Fort. C'est une opération qui nous honore, hein. Ça veut dire que le fort prend l'importance qu'on souhaite que le fort ait aux yeux des Guadeloupéens, c'est-à-dire un outil, un atout historique qui fait partie de notre projet touristique et c'est important. Le partenariat, ça a été très spontané au niveau du RSMA. Nous avons réfléchi et puis ça s'est monté assez rapidement avec l'association Les Amis du Fort-l'Olive, parce que nous sommes en phase de redonner au fort la vie que nous souhaitons qu'il puisse avoir et tout simplement la place qu'il doit avoir dans le fonctionnement et dans la commune. Donc nous actuellement on est en section formation militaire initiale avec les jeunes du RSMA. Nous sommes actuellement en journée citoyenne, donc quelque chose qu'on fait tous les mois. Et aujourd'hui nous servons à entretenir en fait le vieux fort au niveau de Basse-Terre. Donc tous les jeunes s'activent pour redonner un petit peu toutes les couleurs à ce vieux fort, afin que la Guadeloupe puisse venir visiter son histoire. Nous remercions donc forcément le RSMA, nous remercions les amis du Fort-l'Olive et je rappelle qu'au centre de ça, il y a la mémoire du général Féderbe qui a beaucoup donné pour que ce fort soit en mesure d'être restauré. Le projet de restauration y est en cours. Donc nous attendons aussi que cela avance de façon à ce que le fort redevienne le fort que certains d'entre nous ont connu. Un reportage signé Gérard Loiseau.
Et en parlant de patrimoine, parlons de notre patrimoine vivant, puisque ce soir, je reçois la diva du Zouk en la personne de Jocelyne Béroir. Bonsoir, Madame Béroir. Bonsoir. Alors, vous êtes effectivement de passage en Guadeloupe à l'occasion du Chawatour. Vous serez donc en représentation ce 22 octobre au Palais des Sports du Gosier à partir de 20h. On va parler globalement du tour, puisque ce ne sera pas limité qu'aux Antilles ou qu'au national. J'ai vu que vous aurez des petites étapes aussi en Afrique. Donc, vous allez passer un peu partout. Mais avant d'en venir effectivement donc à ce concert, qui techniquement est déjà une réussite a priori, j'aimerais qu'on parle de Kassav quand même, et vous poser la question très directement, à savoir, est-ce que depuis effectivement le départ de Jacob Desvarieux, est-ce que Kassav, est-ce que l'aventure est terminée? Est-ce que vous avez envie que l'aventure se termine? C'est pas une question de mes envies, mais moi je vous pose la question. Nous, je ne pense pas qu'on ait envie d'arrêter. Je crois qu'on va se retrouver. Donc déjà, on va faire cet hommage à Jacob et on verra comment continuer. Voilà. Je réponds ça parce que, en fait, pour moi, Kassav, ça peut pas se terminer, quoi. Je veux dire, il y a des choses qui sont là, que les gens peuvent encore écouter la musique. Et puis, bon, si je fais cette série de concerts-là, c'est aussi une façon de faire continuer Kassav, puisque... Avec Georges Décimus, Georges vient occasionnellement. Il ponctue. Je ne sais pas s'il sera là en Guadeloupe avec moi, mais bon, il est venu à la Martinique puisqu'il vit là-bas, et donc il est venu faire un titre avec moi. Mais je veux dire, on peut pas arrêter Kassav comme ça. Il y a plein de groupes qui ont continué justement sans les éléments moteurs comme Queen avec Freddie Mercury qui est mort et continue avec un autre chanteur et compagnie. Donc évidemment, il sera difficile de remplacer complètement Jacob, je veux dire en guitare et voix. Mais bon, si on a déjà un bon guitariste, bon, on peut encore continuer à chanter les chansons de Jacob. Éventuellement, on peut faire des choix et faire des choses, quoi. Donc dire que Kassav c'est fini, non, c'est pas fini. Donc clairement, vous ne souhaitez pas tourner la page, en tout cas. Non, mais je crois que personne n'a envie de tourner cette page-là. Je crois que tant qu'il y a du monde, on peut continuer. Moi, je veux dire, on sera peut-être moins présent qu'avant, mais rien ne nous empêche de continuer à faire des concerts, c'est clair. Donc le Chawatour qui a commencé depuis le 1er octobre dernier, donc à l'Atrium en Martinique, c'était déjà effectivement une réussite. Vous avez dû même rajouter une date, effectivement. Quelle forme va prendre ce concert? Puisque vous êtes là, vous êtes en solo, donc ce sera principalement votre répertoire, pas trop celui... Principalement mon répertoire. Alors mon répertoire, effectivement, avec Kassav, en grande partie, bien sûr, mais aussi des chansons que j'ai faites avec d'autres personnes, puisqu'il y a d'autres compositeurs qui m'ont proposé des titres que j'ai eu l'occasion de chanter, et que les gens aiment ou que les gens n'ont jamais entendu, peu importe, mais ils vont les découvrir. Et en fait, le Chawa, c'est simplement « Makacha Yezot Adam ». Musical, dans espace musical moyen, quoi. Donc, on va se retrouver dans votre univers. Voilà. Je vous amène avec moi dans mon univers. Voilà. On sait qu'il y aura des artistes invités, donc les shows peuvent varier justement d'une destination à l'autre. Ouais. Alors ici, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on peut avoir... Ah non, je sais bien qu'il y a des surprises, non? Oui, bon, j'essaie quand même. Bon, non, selon les disponibilités des uns et des autres, effectivement, on peut soit en avoir qu'un ou deux ou trois, ça dépend, quoi. Donc, je verrai samedi qui est là et qui peut venir. Une belle façon de détourner un petit peu. Ben oui, mais je peux pas non plus tout dévoiler. Je veux dire, sinon, quel est l'intérêt si on sait à quoi s'attendre, bon, c'est pas la peine. J'ai déjà dit tellement de choses, déjà. Donc, 3 heures de show? Non, pas 3 heures, c'est 2h30. Alors, si je parle pas trop, ça fera 2h, 3 quarts. Mais on les rappelle aussi, à peu près 2h30 de musique, en tout cas. 2h30, quand même. Oui, les musiciens sont costauds. Et ils tiennent bien la route. Il faut pouvoir vous suivre dans ce cas-là. Comment? Il faut pouvoir vous suivre alors. Oui, mais bon, si je réussis, je pense à tenir aussi bien sur scène, c'est parce que je suis bien accompagnée. Voilà. Donc un Chawatour aux Antilles, au national, en Afrique aussi.
En Afrique, c'est différent. En Afrique, c'est d'abord la présentation du livre. Parce que faire venir tout le groupe, faire venir tout le groupe, c'est quand même assez compliqué puisqu'on a la double peine. Il faut prendre 2 avions, il faut passer par un hub, et le hub qu'on connaît, c'est Paris, puisqu'il n'y a pas encore de vol direct sur l'Afrique. Alors j'espère vivement qu'on ait bientôt, très vite, en tout cas, une connexion directe pour l'Afrique. Ça nous éviterait beaucoup de fatigue parce que 8 heures de vol, ce n'est pas anodin. Et je pense que faire attention à notre santé, c'est capital. Et puis, il y a aussi le bilan carbone, je veux dire, dont on parle toute la journée. Et je ne vois pas pourquoi, à ce jour, on n'a pas encore réussi à mettre une ligne directe, même une fois par semaine. Ça coûterait bien moins cher à tous les organisateurs. C'est en cours d'établissement, effectivement, au départ de la Martinique. Mais effectivement, il y a encore beaucoup de boulot à ce niveau-là. En tout cas, vous y serez. Je voulais vous demander, justement, puisque l'Afrique est en train peut-être de devenir un peu le berceau du zouk. Qu'est-ce que vous en pensez? Le berceau du zouk. Quand je dis je croyais que c'était les Antilles. Oui, c'est né aux Antilles, mais visiblement, c'est très récupéré là-bas. Mais c'est récupéré un peu partout. Même partout, effectivement. Même que, je sais plus, si au Japon, je crois qu'il y a des endroits où les gens apprennent le créole, où ils apprennent à danser le zouk, etc., etc. Donc c'est pas, je veux dire, c'est tant mieux. Je veux dire, s'ils apprennent à danser le rock'n'roll, pourquoi pas le zouk? Et on devrait en être fiers d'ailleurs. Bien sûr. Et bon, je veux dire, c'est vrai qu'en Afrique, surtout les pays lusophones comme l'Angola, le Cap-Vert, tout ça, il y a beaucoup de gens qui ont pratiqué du zouk et qui en font encore. Et puis à La Réunion aussi, il y a beaucoup de gens à La Réunion, beaucoup de jeunes qui s'adonnent au zouk et tout. Il y a que chez nous que, bon, les ON, disons là, 40 ans, ils avaient quoi, c'est pas la peine, tu vois. Et donc on essaie autre chose et autre chose qui vient d'ailleurs. C'est ça qui est dommage, quoi. Alors qu'on a une musique qui est... Et c'est pas seulement une musique festive, quoi, puisque dans le zouk, on a parlé d'un tas de choses. Et puis il y a des gens qui ont fait toutes sortes. Enfin, il y a eu différentes formes de zouk quand même. Je me souviens plus du groupe qui jouait ici en Guadeloupe. Mon Dieu, fou, papa. C'est non cap à en tête moi actuellement. Mais il y a eu vraiment des formes diverses et variées de zouk qui font que c'est pas une seule figure, quoi. Alors peut-être que la plus populaire, la plus distribuée, c'est une forme de zouk qui est le zouk love, tout ça. Mais le zouk est beaucoup plus riche que ça et peut-être que. Mais exactement. Et dans nos textes, il suffit de prendre les textes de Kassav pour se rendre compte qu'on ne parle pas uniquement que d'amour et de zouké et de sensualité et de machin et de trucs. Bien sûr, ça fait partie de la vie, donc on en parle aussi, mais pas que. Voilà. Est-ce qu'en tant que pionnier, vous regrettez pas d'avoir codifié le zouk dès le départ? Non, on n'a pas codifié le zouk. Non, est-ce que vous ne regrettez pas justement de ne pas l'avoir codifié de façon à ce que... En fait, si vous parlez de la danse et compagnie, si vous parlez de la danse pas ou que de pas la danse, pas que Ah de la d'accord. danse, non, parce que c'est justement une musique qui donne une très grande liberté. La preuve, c'est que beaucoup des musiques actuelles, enfin des choses qu'on entend actuellement et qu'on appelle afrobeat et compagnie, ne sont pas trop éloignées du zouk, quoi. Je veux dire, quand on écoute, nous entend zouk là-dedans. C'est ça. Donc bon, les gens aiment utiliser de nouveaux mots et compagnie. Je trouve que c'est dommage qu'on ne défende pas suffisamment ce qui est à nous, tu vois. Et le zouk, comme la biguine, comme plein d'autres choses, c'est à nous. Mais bon, là, on a fait jazz ou pli, machin, qui d'autre monde, quoi. Mais là, on a fait zouk, c'est un zouk. C'est relégué à un machin. Moi, je crois qu'il faut qu'on apprenne à être un peu plus fiers de ce qu'on a, de ce qu'on est. Et qu'on fasse nos choses grandir. Je veux dire, si le zouk a une faiblesse, il faut ça. C'est tout, mais tout simplement. Pour moi, si on constate que justement il y a une faiblesse, mais étant donné que c'est la musique qui est allée le plus loin, je veux dire, de nos musiques, quoi, de toutes nos musiques, pourquoi ne pas justement pallier justement à sa faiblesse en y apportant autre chose, quoi. Je veux dire, pourquoi toujours dénigrer ce qu'on a? Moi, c'est mon regret. Maintenant, chacun est libre de faire la musique qu'il a envie de faire et chacun est libre de chanter dans la langue qu'il a envie de chanter, moins en zoukaise et en chanter en créole. C'est révélateur justement de notre crise identitaire. Vous parliez de notre crise identitaire. Je crois que c'est aussi dû à notre petitesse. Et puis, bon, on n'a pas on n'a pas non plus énormément de producteurs chez nous. Donc, il n'y a pas tellement de gens qui défendent, qui vous aident à vous produire. Donc, souvent, les gens sont obligés de partir. Quand vous partez, qu'on vous dit, ouais, pourquoi tu chantes dans ta langue de machin, tu vois. Donc, on impose quelquefois à certains de chanter en français parce que la France, ils sont 64 millions et ils vont peut-être adhérer plus, mais il y a le monde qui apprend créole et puis
ces chantés Kassav-là. Donc justement, on devrait justement continuer à vouloir, en tout cas à vouloir défendre cette langue-là, vouloir pas l'imposer, mais en tout cas la proposer au reste du monde, puisqu'il y a plein d'endroits où ils étudient justement cette langue-là. Donc, et question musique, justement, les formules de Zouk et compagnie, si on prend le temps de décortiquer la musique de Kassav, il y a beaucoup de jeunes qui viennent avec leurs parents, forcés par leurs parents, qui viennent au concert de Kassav et qui disent « Waouh, mais je ne savais pas que c'était ça ». Et je veux dire, c'est ce qu'on a, nous, il faut qu'on apprenne réellement toujours à redécouvrir ce que nous avons comme héritage. Et nous, moi, j'ai fait ça avec la Begin, la Mazurka, parce que c'est ce qu'il y avait avant les Perfecta, avant les Malavois, avant les trucs. Mais Malavoie c'est inspiré justement de tout l'héritage Begin, Mazurka, Valse et compagnie pour faire son répertoire. Moi, je suis une fanatique de Malavoie. Je m'arrête pas à un type de musique. Je fais du zouk, certes, mais bon, j'ai fait plein d'autres musiques aussi. Dans mon concert, il y aura pas tout ce que j'ai fait, mais il y aura une grande partie, si tu veux, des musiques, moi, que j'ai eu la chance de chanter et qui me touchent. Mais je veux dire, chez nous, on aime bien rester dans un espèce de carcan, comme si on était, je veux dire, comme si on nous imposait des choses à aimer, des choses à valider. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est à la mode, c'est ça qu'on va passer sur, comment on appelle ce site-là, où les gens vont écouter la musique, là. YouTube, oui, tous ces machins-là, les plateformes de streaming et compagnie. Moi, le streaming, je veux dire, je défends à quiconque de me donner une liste de chansons à écouter, sauf si je demande. Quand j'arrive dans un pays que je veux entendre la musique du pays, je vais chez un disquaire et je dis donnez-moi les 3 meilleurs disques du pays qui représentent le pays. Et on me donne les 3 disques de machin et chez moi, tranquillement, j'écoute. Je dis il faut s'ouvrir. Ce monde est vaste, ce monde est riche, ce monde a un tas de choses à nous donner. Et nous-mêmes, Adam, c'est pas parce que nous petits que nous pas aussi forts qu'il en reste. Et on a pu le prouver, pas seulement avec le zouk, avec plein d'autres choses, dans plein de domaines, on peut. On nous travaille, bagaille-là, on nous fait bien, et puis on nous fait, et puis la foi, nous, c'est ça qu'on doit dire aux gens, ça nous n'y bazote. Voilà. Transmettre, toujours travailler pour la transmission. Bon, on a un petit souci là-dessus, mais bon, vous avez de l'espoir quand même, parce qu'il faut que le zouk... Oui, parce qu'en fait, on ne peut pas continuer. Quand on dit justement, je ne sais plus, dans une émission, on parlait justement des problèmes de générationnels et compagnie, mais je veux dire, les personnes qui étaient là avant nous, c'est elles qui peuvent nous apprendre des choses, parce qu'elles ont de l'expérience. Il faut pas je veux dire, il faut prendre le temps de causer avec ses parents. C'est pas quand ils sont partis qu'on doit regretter de ne leur avoir pas posé certaines questions. Je dis, c'est l'échange, justement. Nos parents, à tous, nous ont dit « En joue ok, dis-nous merci ». Et c'est vrai. Et on se rend compte plus vieux qu'on dit merci à nos parents pour l'éducation, pour le machin. C'est hyper important. Il faut pas couper les ponts, justement. Il faut pas que les générations ne communiquent pas entre elles. Tu vois, voilà. Alors certains voudraient effectivement que Kassav soit éternel. Donc après vous, est-ce qu'il y aura un Kassav nouvelle génération? Est-ce que vous léguerez effectivement cet héritage et vous assurez que c'est affaires. J'ai toujours dit que si les gens qui veulent causer avec moi, souvent ils ont eu l'occasion de le faire. Voilà, si on veut parler de comment écrire des textes, etc. Parce que chacun a sa fonction. Moi, je veux dire, c'est pas moi qui vais apprendre aux gens à faire des harmonies sur machin. Il y a d'autres personnes dans Kassav qui sont capables de faire ça. Mais je veux dire, sur certains points, je peux effectivement échanger, partager. Je suis souvent invitée dans des écoles. Et je parle à beaucoup de jeunes, tout ça, pour essayer de les motiver, leur donner envie de croire que s'ils se battent pour quelque chose, ils vont finir par l'obtenir. Voilà. Merci beaucoup, Jocelyne Berroir, d'être venue sur ce plateau. On rappelle que vous serez à 20h au Palais des Sports du Gosier ce 22 octobre pour votre concert, effectivement, du Chawatour. Et donc, 2h30 de show avec plusieurs artistes invités. Bon, désolé, chers téléspectateurs, je n'ai pas pu lui tirer les verres du nez. Mais en tout cas, je vous invite donc à assister à cette représentation. Merci encore. Merci à vous. Et maintenant, on fait un petit focus sur le peintre Philibert Hirius qui nous présente sa nouvelle exposition à la Galerie Art à Petit-Bourg, des œuvres autour de la Terre, personnifiées en femmes, une façon pour le peintre d'éveiller les consciences sur la nécessité de la protéger. Le reportage. Trouvez-moi ici par une invitation. Et il a organisé l'exposition là, ça. Et c'est pour ça qu'on a trouvé moi ici, là, quand il est là, nous avons parlé de ça. Jeudi jour, comme le mois d'octobre sont un mois bien particulier, alors on dit, bon, on peut représenter la Terre, personnifiée par madame, puisqu'elles sont madame qui cabent nous lettres, tout ça, nos besoins, et à tous les jours. Alors on dit, eh bien,
ces thèmes-là, ça, en capoté, il est tout seul. Et c'est un thème de conscience. La terre, trop bien avec nous pour nous faire ça, nous faire là. En personnifié pour attirer l'attention à nos propres précautions. Et c'est pour ça qu'on a trouvé moi ici avec l'exposition là. Sans fleurs, nous ne pouvons pas vivre. Et sans fleurs, nous ne pouvons pas être en production. Alors on dit, eh bien bon, que personnifié par des orchidées. Et comme nous savons, les orchidées sont un butin qui est vraiment royal et qui a attiré l'attention à toute, quelle que soit abeille ou sinon l'homme. Alors on dit, eh bien bon, eh bien, on peut présenter ça comme ça, et que on peut présenter par les phalaenopsis, on peut présenter par les vandas ou par les sabots de Vénus. Et c'est ça qu'on vient faire, il fait, ou qu'on a découvert ça aujourd'hui. Et on part pour l'inauguration de l'éclairage du terrain de football de Belle-Plaine au Gosier. L'occasion aussi pour la ville de dévoiler une plaque en hommage à Henri Philomène Isaac, ancien footballeur de la commune. Regardez. 2, 3, la plaque, mesdames et messieurs, a été dévoilée donc Henri Philomène Isaac, 1956-2005. Je tenais à vous remercier chaleureusement d'honorer ce soir la mémoire de mon père qui, avec amour, respect, détermination, implication, en nous entraînant, sa famille, en entraînant tout le monde pour son amour pour les jeunes, pour le football, pour le monde associatif. C'est un événement important. Vous savez que Belle-Plaine a une jeunesse qui est très importante et on a un club mythique qui s'appelle l'AS Dragon. Ce terrain, lorsque nous sommes arrivés, n'avait pas d'éclairage public. Pendant près de 30 ans, l'AS Dragon était en demande et politiquement, il n'a jamais eu de réponse favorable. Dès notre arrivée, nous avons amené cet équipement sportif qui permet de s'entraîner le soir. Je rappelle que quand même, il y a un club senior qui vise l'élite. Et donc, comme l'AS Gosier, on a voulu vraiment aider les 4 clubs. Donc, bien sûr, on va poursuivre avec la JSF et Madiana. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très fiers parce qu'au-delà de l'éclairage public, c'est un éclairage public moderne. Et c'est pour ça que vous allez voir que Zeria va parler, c'est qu'aujourd'hui, avec mon téléphone portable, depuis chez moi, je peux éteindre, allumer, faire ce que je veux de la lumière. Donc en même temps, il y a un gain d'énergie, il y a un gain de productivité, mais surtout une économie pour la collectivité. Alors là, nous sommes sur un éclairage purement LED, donc avec 8 projecteurs qui font environ 1500 watts chacun. Donc on a 12 400 watts total, avec une possibilité importante de grader, en fait, c'est-à-dire d'abaisser si possible les puissances des projecteurs de chacun d'entre eux. Donc c'est une prouesse en fait technologique puisque chacun d'entre eux sont pilotables à distance, soit de par une console dans le TGBT, donc le tableau général électrique, ou depuis un smartphone, une application dédiée, de façon à pouvoir régler le réglage de la lumière comme on le souhaite sur le terrain de sport. Donc on est en train vraiment d'allier efficacité énergétique et en même temps confort pour les joueurs de foot qui pourront évoluer sur un terrain où on pourra faire ce qu'on veut entre guillemets, quoi. Donc là on la programme avec des demi-terrains avec une possibilité de pouvoir à chaque fois mettre un demi-terrain par exemple allumé avec 50, 80 ou 100% de façon à jouer vraiment sur l'air de l'espace de jeu qui est concerné sans toutefois suréclairer l'ensemble du terrain. Alors c'est bien pour le club parce que bon, on a été en souffrance durant quelques années, il n'y avait pas d'éclairage, mais un éclairage flambant neuf, c'est bien pour l'AS Dragon qui pourra s'entraîner normalement ici à Belle-Plaine. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.